Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Parfait pour le rap. Maintenant, on va passer à autre chose. La culture du fast-food avec la fameuse enseigne au M, McDo, des années 90 à maintenant. Je prends les années 90 comme référence, parce que c'est mon enfance. J'ai vu ça, mais se multiplier à une vitesse absolument folle. Et plus que la multiplication des enseignes américaines type McDo, c'est que maintenant, quand des Français, peu importe leur origine ethnique, quand des Français veulent ouvrir un restaurant, 90% du temps, c'est des fast-food sur le modèle américain. Alors oui, ça c'est en effet, ça a été une transformation même visuellement des centres-villes français. Moi, j'ai vraiment vu ça en direct, c'est-à-dire l'apparition dans tous les centres-villes des villes, grandes villes, villes moyennes, petites villes, de ces enseignes américaines. Donc là, on a vraiment en plus une agression visible très très claire. McDonald's, c'est un phénomène impressionnant, sachant que la France, qui se veut le pays de la gastronomie, des terroirs, etc., est le plus grand consommateur de McDonald's derrière les États-Unis. C'est là où il y a le plus de restaurants par rapport au nombre d'habitants, juste derrière les États-Unis. Donc notre résistance est plus faible que dans d'autres pays. Si vous allez en Italie, par exemple, c'est beaucoup moins marqué. Ce qui d'ailleurs est un contraste particulier puisqu'on est très fiers. Ça fait partie vraiment de notre patrimoine, de notre identité, la gastronomie, la culture de la table, etc. Et c'est chez nous que les fast-foods et la malbouffe fonctionnent quasiment le mieux en Europe. Donc là, il faudrait un peu aussi peut-être s'interroger sur notre perméabilité à ce genre de choses. Parce que ça, c'est une vraie transformation des habitudes alimentaires. Là, je ne parle même pas en termes de santé publique, etc., où il y aurait déjà des choses à dire, mais habitudes alimentaires, habitude de convivialité. On mange pas de la même façon à McDo qu'on mange quand on mangeait autour d'une table, etc., etc. Donc c'est vraiment une attaque frontale contre le mode de vie traditionnel des Français. Et en effet, ça a été d'ailleurs un combat mené à l'époque par à la fois l'extrême gauche et on va dire la droite radicale, qui voyaient la menace que représentait et qui passaient un peu pour des fous. Et aujourd'hui, on voit en effet que c'est devenu une habitude complètement intégrée par les Français. Je crois que c'est un des critères les plus répandus chez les jeunes de 12 à 18 ans, c'est qu'ils vont au moins une fois par semaine ou une fois par mois au McDonald's, toute catégorie confondue, toute origine confondue. Ça devient un peu la culture de remplacement. Et ça, c'est très inquiétant. C'est un peu comme le rap, parce que si vous vous dites français et que vous mangez au McDo, que vous écoutez du rap et que vous vous habillez avec une casquette américaine, qu'est-ce qui va rester au bout du compte de votre identité, même quand vous prétendez la défendre? Parce que ça touche tous les milieux, même ceux qui se veulent politisés ou politiques. C'est ça qui est très inquiétant. C'est que c'est de... Et les gens ne comprennent même pas. Moi, j'ai plusieurs fois parlé à des jeunes militants. Parfois, ce qui est plus compliqué, c'est qu'ils ne voient pas en quoi c'est un problème. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est cool, c'est facile, c'est pas cher, enfin c'est pas cher, ça d'ailleurs, on pourrait aussi en discuter, euh, et c'est complètement intégré, et ils ne prennent pas ça comme un problème politique ou culturel. Et donc ils n'ont même pas conscience du problème. Or, la première étape, si on veut lutter contre un phénomène, c'est de prendre conscience que c'est un problème, et je pense qu'à l'heure actuelle, plein de gens ne voient pas en quoi c'est un problème d'aller au Starbucks ou d'aller dans un McDonald's. Ce que vous soulignez, c'est finalement le triomphe de la culture de masse via McDonald's. On parlait du cinéma, on aurait pu parler aussi de Netflix. On voit donc que cette culture de masse est en train de tout araser, de, de supprimer les identités. Mais pour le cas de McDonald's, il y a eu pas mal de scandales où les grandes pontes de McDonald's ont quand même été sensibles à ces scandales et ont tenté de redorer leur image en essayant
de reprendre un petit peu les les grandes lignes de la gastronomie française. Et donc, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que, je vais un petit peu à contre-courant, mais que McDonald's se francise. Et donc, quelque part, l'identité qui semble disparaître arrive à être préservée, puisque les plats pas trop chers, on les trouve de moins en moins. McDonald's arrive à travailler avec des agriculteurs français. Ils promeuvent à leur façon la salade, etc. Donc, est-ce que malgré tout, ne subsiste pas à travers cette culture de masse une identité et qui permet de faire vivre des producteurs et de ne pas tout supprimer comme particularismes locaux? Alors moi, je pense que pour le coup, c'est une grande hypocrisie. Je pense que comme il y a le greenwashing pour les entreprises pseudo-écologiques, il y a le terroir washing pour les enseignes américaines de malbouffe qui en effet vont vous faire le sandwich à l'emmental pour donner un peu des gages, parce qu'en effet, il y a une prise de conscience un peu dans la population des problématiques d'alimentation, de terroir, etc. Donc on récupère, parce que c'est du marketing. C'est du marketing, et donc on fait un effort, on voit les publicités pour dire oui, on achète nos pommes de terre à l'agriculteur français, j'aimerais bien voir combien ils en achètent et à quel prix déjà, pour avoir vraiment des éléments absolus pour savoir si c'est valable ou pas pour les agriculteurs en question. Et ça reste, je pense, très parcellaire. Ce qu'ils vendent le plus au McDo, ça reste le Royal c'est pas les 2 semaines où ils font leur sandwich particulier, etc. Je pense pour ça, pour le coup, que c'est uniquement de la communication et du marketing et que ça ne change pas le fait qu'on casse des structures beaucoup plus profondes qui sont celles pour employer un mot un peu barbare, la commensalité, c'est-à-dire la façon dont on s'organise autour de l'alimentation. Même si vous commandez un sandwich au foie gras chez McDo, ça arrivera peut-être. Si vous arrive par un chauffeur Uber dans votre appartement, vous n'allez pas le manger, le consommer de la même façon que vous faisiez un repas familial traditionnel. Donc ça, on ne reviendra pas en arrière, quel que soit ce qu'il y a dans l'assiette. Donc je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment que de la com pour justement se dégager de certaines critiques, mais qui me paraissent fondées, puisque en fait, on attaque la façon de manger, le fait d'avoir des couverts, de manger avec des couverts, de manger autour d'une table, de manger avec des assiettes, etc., qui est remplacé par un autre mode d'alimentation, quels que soient finalement les aliments qu'on mange, et donc le mal est fait malgré tout. Et je dirais que c'est pire, puisque avec ces sandwichs qui se veulent français, qui se veulent un peu plus du terroir, ça peut donner l'impression aux Français que c'est vraiment ça le terroir. Donc, non seulement ils s'américanisent, mais en plus, ils ont désormais une mauvaise image, une image faussée de ce que c'est que la culture française. Pour faire le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, tout est lié. Pourquoi les gens ont tellement facilement intégré ces modes de consommation? C'est aussi parce ils avaient d'abord eu la lobotomisation par l'image, par les séries, etc. Et que finalement, ils reproduisent aujourd'hui dans leur quotidien ce qu'ils ont vu dans les séries télévisées, etc. Et donc, il leur paraît normal. Quand je vois des gens à Paris qui se baladent avec leur tasse géante de café Starbucks, et ça, j'ai jamais vu ça il y a même 10 ans. C'est le fruit, c'est après Sex and the City, c'est après Desperate Housewives qui formatent les gens à considérer que finalement c'est partie intégrante de leur quotidien, alors que ça n'a jamais été une demande de leur part. Le petit café, le bistrot, etc., ça leur allait très bien, mais on leur a imposé une vision de ce qui était, encore une fois, cool, de ce qui était, voilà, et donc la personne qui prend son café géant dans une boîte en carton dans la rue, elle comment dire, se prend pour un personnage de Sex and the City. Et donc, en fait, tout est lié.
si on fait des séries télé où on impose une vision du monde, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour après vendre du Starbucks et vendre du McDo. Tout est lié. Cette colonisation de l'imaginaire, elle a un but évidemment économique au bout du compte. Et ces transformations dans nos vies, elles ne sont pas venues d'elles-mêmes. C'est pas notre goût passionné pour la sauce ketchup qui fait qu'on. C'est parce que tout ça a été travaillé par des années et des années d'impérialisme culturel américain via le divertissement, via les films et via les séries. Et c'est très intéressant de parler de Netflix, parce que Netflix, c'est encore une accélération de ce phénomène, avec une production très importante de séries, parfois de très grande qualité, mais qui, encore une fois, véhiculent toujours les mêmes valeurs, les mêmes concepts, etc., etc. Et aujourd'hui, la question est de savoir je pense, comment se prémunir de tout ça, parce qu'une fois qu'on a fait le constat, c'est que faire, entre guillemets, c'est toujours la question la plus importante, je dirais, c'est que faire pour se protéger un minimum de ce phénomène qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas une fatalité, qui est le fruit d'une volonté politique et qui donc doit être confronté à une volonté politique autre. Et je pense fondamentalement que tous nos actes de la vie quotidienne ont une portée au moins symbolique politique et que c'est aussi à nous de faire des choix parce que rien, encore pour le moment, ne nous est imposé de façon autoritaire. Et écouter du rap, aller au McDo, tout ça, ce sont des choix et à nous de les interroger. Après, il y a une part de conditionnement qui rend difficile le retour en arrière ou le choix d'autres alternatives. Mais je poursuis la réflexion. Alors, sur le triomphe de ces plateformes ou de McDonald's, ou en tout cas de l'américanisation de la société française, je pense que on va voir cette américanisation encore un peu plus progresser avec le Covid, puisque pas mal de restaurants ont dû tirer le rideau. Et à la place restent des grandes structures comme McDonald's qui ont les reins un peu plus solides et qui peuvent continuer à fournir et à approvisionner les gens. Mais est-ce que vous voyez quand même des signes d'essoufflement? C'est-à-dire que il y aurait une lassitude de la part des consommateurs et qui se détourneraient et justement choisiraient d'autres moyens, une capacité de se saisir d'autres formes de consommation. Voilà. Alors, marginalement, oui. Je pense qu'il y a en effet une tendance au bio, au retour à la terre, à des choses authentiques qui se développent, mais vraiment de façon marginale, et il faut les encourager. Il ne faut surtout pas non plus les laisser à l'extrême gauche, qui est beaucoup plus en avance sur ces questions qu'on va dire, la droite radicale, on peut l'appeler comme on veut. Mais ça existe, mais je pense que ça reste pour l'instant marginal. Je vois au contraire pour la masse une accélération, au contraire. Les livraisons Deliveroo, etc., ne se sont pas arrêtées avec la fin du confinement. Les gens ont pris des habitudes qui ne sont pas prêts de lâcher. Et il suffit de se balader en ville aux heures des repas et vous voyez des flopées de néo-esclaves à vélo, etc., qui vont livrer même le dimanche, où on est censé être le jour où on a un peu le temps pour faire la cuisine, etc., qui livrent à tout va. Donc là, pour le coup, je vois plutôt quelque chose d'inquiétant. Et je vois surtout, encore une fois, quelque chose d'inquiétant d'un point de vue social. Je pense qu'il y a une césure qui va se faire de plus en plus grande entre une catégorie privilégiée de la population qui va en effet plutôt aller dans les bons restaurants, plutôt développer le goût, etc. Et la masse, on va dire, des gens classe populaire et classe moyenne qui va s'enfermer de plus en plus dans ce junk food, dans cette ubérisation, etc., par facilité, par habitude, par conditionnement, très clairement. Et pour l'instant, ça me paraît plutôt inquiétant, plutôt aller dans le mauvais sens. Mais
moi, il y a une chose qui me paraît fondamentale sur tous les sujets dont on a parlé, c'est la problématique de la transmission. Je pense que si tous ces phénomènes se développent aussi facilement, aussi aisément, c'est qu'il y a une rupture de la transmission. En termes de musique, est-ce que les parents font encore écouter les musiques qu'ils aiment à leurs enfants? Dans le domaine de la restauration, est-ce qu'on emmène encore ces enfants dans un vrai restaurant pour leur apprendre à se tenir à table, etc. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de césure et de moins en moins de transmission. Et donc, chacun se crée son modèle avec ce qu'il a à l'heure actuelle et donc avec l'avalanche américaine. Moi, je suis très surpris de voir, par exemple, certains jeunes camarades qui vont dans des fast-foods parce qu'en fait, ils ont les codes du fast-food. Parce qu'ils n'ont connu que ça. Et ils sont presque embarrassés dans un autre contexte. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu aussi cet effort de transmission. Est-ce que les parents font encore l'effort de mettre la table, de couper la télé, de manger autour? La résistance à ce déferlement, pour moi, il passe vraiment beaucoup par ça, par la transmission qui peut être familiale, mais qui peut être aussi communautaire, qui peut être aussi politique, de présenter des contre-modèles, ne pas se borner à critiquer le modèle dominant, mais montrer que ça n'a pas toujours été comme ça. Et en effet, quand on a le choix entre aller au kebab ou au bistrot, plutôt aller au bistrot pour montrer, voilà, ça existe, c'est comme ça, c'est pas plus désagréable. Il faut que les gens connaissent aussi autre chose. Si les gamins écoutent du rap, c'est peut-être parce que ça leur plaît, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont jamais rien entendu d'autre. Donc il faut essayer de multiplier les occasions. Les gens choisiront, mais je pense que la force de l'américanisation, c'est d'imposer un modèle unique, sans alternative, et que, à notre modeste niveau, ce que l'on peut faire, c'est justement essayer de proposer des micros contre-modèles. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schlingue chez moi, chérie? Putain. Je suis chez moi, je bouffe que des choses saines, en regardant avec Hélène quelques films obscènes. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elles vont des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon, du boudin, des agras, des merguez et du mouton. Et après qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Ça pue. 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 Quand je digère, ça passe comme une lettre à la poste. Mon dîner ce soir était à base de toast. Elle s'est foutue dans la bedaine du chili con carne. Je regarde la télé avec Hélène, elle ne fait que dégager. Prout, 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 j'en ai marre de tes proutes. Essaie de manger comme moi chérie pour mieux digérer. Qu'on soit dans le salon, dans la cuisine ou dans la salle à manger, c'est toujours la même ambiance Hélène, tu ne fais que dégager. Et après qu'est-ce qui se passe? Tu pues du cul. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Tu pues du cul. Prout, ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue.
conseil, Hélène, mange des choses saines. Hélène, Un petit conseil, Hélène, mange des choses saines. Hélène, 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 bouffe de la merde. Hélène, Hélène. Hélène, bouffe de la merde. Un petit conseil, Hélène, un petit conseil, Hélène, un petit conseil, Hélène, un petit conseil. Hélène. Hélène.